Amis du hack, bonsoir, bienvenue dans Les Activistes, votre podcast en ciel et marine, tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français. Pour débriefer un match spécial, il fallait une émission spéciale. Nous ne resterons pas deux, mais trois autour de la table avec moi. Il devient presque un doyen de l'émission, au moins tout aussi expérimenté qu'un Alex Bonnet en Ligue 2. Thomas est avec nous, salut Thomas. Salut. Comme les jeunes de la KV l'espèrent toutes les semaines dans le 11 de Paul Le Guen, lui, notre petit jeune est titulaire ce soir. Erwan est des nôtres, salut Erwan. Salut tout le monde. Et enfin, ça fait déjà plusieurs fois maintenant qu'il vient nous partager ses analyses et c'est toujours un plaisir de le recevoir. Clément est également avec nous ce soir. Salut Clément. Salut. Au sommaire ce soir, Normandico à 1 point, retour sur SMC Hack. Activez-vous la rubrique des auditeurs internautes. Et enfin l'automne infernal, et si ça commençait maintenant. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre et nous allons vous le prouver maintenant. Les Activistes saison 2, c'est parti, et tout de suite, jingle Normandico. Alors Gilles m'a de nouveau laissé les rênes de l'émission, et c'est avec honneur, bien sûr, que je le remplace ce soir pour commenter avec vous ce match face à Caen. La saison passée, nous avions invité nos copains de Malherbe Inside, mais cette saison, moi, j'avais envie, quel que soit le résultat du match d'ailleurs, de nous faire un kiff grand débrief avec vous, les amis, entre Havrais. Donc on va revenir sur ce match, mais avant, je tiens à mettre en avant la ferveur et l'engouement autour de l'équipe au départ des joueurs. Hein. Vous avez vu, comme moi, les images du départ du quart autour de Océane, avec une très belle ambiance aussi dans le parcage, avec plus de 1000 Havrais qui étaient présents à Dornano. Et puis côté sportif, on peut dire que le Havrais, fort de 3 victoires successives avant la trêve, 3e ex-aequo au championnat, invaincu à l'extérieur depuis le début de la saison, on peut dire qu'ils arrivaient en favori quand même à Dornano. Après, on verra, il y a matière à débattre ce soir, les gars, mais alors j'aimerais quand même, moi, insister sur le fait que cette équipe, elle a du cœur, et ça, c'est indéniable, et on ne pourra pas lui retirer. Mais avant tout, on va d'abord démarrer, comme d'habitude, avec l'analyse de la compo. Alors, donc on avait Fofana dans les buts, hein, qui finalement, bon, on le sait, s'est imposé et restera dans les buts. Baldé, à droite de la défense, Mayembo, Gibo, bien sûr. Le petit Boura, le nouveau, et ça, vous me direz ce que vous en avez pensé, qui était titulaire, en l'absence de Mbemba, qui était blessé à la cheville, et Touré à la cuisse. Ensuite, au milieu de terrain, on était sur du Lecal Richardson en milieu défensif, Cornet et Fontaine, notre totem d'immunité sur le côté. Thierry et Boutaïb devant. Thierry qui sort assez rapidement dans le match, on va en parler, et qui malheureusement, on l'a appris ce matin, souffre du genou. Comme je l'ai dit, donc pas de Papy Pnouba titulaire, pourtant qui avait eu le droit à une semaine de réathlétisation particulière pendant la trêve. Et enfin, Abdelli et Gomez ont été priés de rester à la maison. En gros, ce qu'on peut retenir de ce 11 de départ, les gars, c'est que c'est quasiment le même qu'à Nîmes et à Dijon. On peut dire que Paul Le Guen a trouvé son équipe type, on peut dire ça. On va commencer par toi, Clément. Qu'est-ce que tu penses de cette compo ? Ouais, c'est ça. T'as raison. Il a trouvé son type. Deux choses. Déjà, on peut peut-être un peu se demander pourquoi Ba est pas titulaire. Un mec quand même qu'on a acheté sur le fil, pas loin d'1 million d'euros. Bon, c'est un petit peu dommage. Deuxième chose, oui, c'est Fontaine à gauche. Voilà, les entraîneurs se passent et Fontaine est toujours là. Bon, pourquoi on pourrait discuter du pourquoi du comment. Peut-être qu'il amène cette stabilité dont Le Guen est friand au milieu de terrain, une stabilité aussi défensive peut-être, une petite explosivité sur le côté, parfois des déboulés. Après, et puis bon, la première de Boura, on va en reparler, mais un bon petit jeune de Lens qui aurait pu être titulaire en Ligue 1. Et toi, on va enchaîner avec toi, Erwan. T'étais étonné, toi, de pas voir Papy Pnouba, de voir Fontaine. Qu'est-ce que tu penses de cette compo ? Je pense que c'est une bonne compo, hein, puisqu'on a l'habitude de l'avoir sur les précédents matchs. Maintenant, effectivement, ça m'a quand même déçu de voir Papy Pnouba sur le banc. Je pense que voilà, on l'a acheté, mais faut s'en servir aussi. Faut s'en servir. On voit que Jamal Thierry, il n'est pas toujours efficace, donc voilà, j'aimerais bien voir Papy Pnouba un peu titulaire. Bon, on verra ce que ça devient pour la blessure de Jamal, mais en tout cas, j'aimerais bien voir Papy Pnouba titulaire dès le prochain match pour voir ce qu'il vaut en jouant dès le début du match. Après, sinon, j'ai pas grand chose à dire sur la compo. On a l'habitude. Après, sur le reste, Ismaël Boura, bon, il m'a plutôt plu pour sa première. Et puis après, bon, ça a été un bon match.
Thomas, toi, le petit Bourra, là, toi qui aimes bien les jeunes, Thomas, qui aime bien les jeunes du centre de formation, le petit Bourra, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah écoute, franchement, moi je suis plutôt satisfait. C'est d'ailleurs un très bon, moi c'est un très bon transfert. C'est stratégique aussi. Puis c'est aussi dans la vibe que fait le hack cette année, c'est-à-dire faire confiance aux jeunes. Donc pour moi c'est logique. C'est une logique. Quant à la composition, bah moi je la trouve plutôt intéressante. Il est bien et il est temps aussi qu'il y ait une stabilisation, que voilà Paul Le Guen puisse faire monter un squelette, on va dire, qui soit dans la continuité. Maintenant il faut vraiment commencer à agir. Et je pense que la compo est bonne. Après ouais c'est vrai comme disaient mes deux confrères. Pour Papé Pnouba, c'est quand même un mec qui a quand même tapé 18 buts l'année dernière avec Niort. Donc c'est quelqu'un sur qui il va falloir compter, notamment oui, là au remplacement de Jamal Thierry. Alors j'espère que Thierry, pour le genou, dans ce que tu as dit, j'espère que c'est pas trop grave. J'espère que c'est une simple entorse ou une élongation. Je sais pas trop ce que c'est. Hein. Je sais pas trop regarder, mais bon, je pense qu'il serait absent peut-être 2-3 matchs. Donc voilà, il est temps effectivement de mettre Papé Pnouba, parce que pour moi c'est un attaquant qui a quand même un certain physique. C'est quand même quelqu'un qui a quand même un physique assez costaud. Je pense que ce serait bien de le mettre du coup titulaire pour les prochains matchs. Alors oui, pour revenir à Jamal Thierry, oui, effectivement, donc c'est un problème au genou. On sait qu'il a déjà eu des blessures à ce genou. Et d'après Paul Le Guen, c'est inquiétant pour l'instant des dires de Paul Le Guen. On en saura plus cette semaine et on espère évidemment que Jamal reviendra assez rapidement. C'est vrai que c'est un vrai plus d'avoir Pape et Jamal avec lesquels on peut interchanger même durant les matchs. Moi je suis un peu comme vous, j'étais un peu étonné de pas voir Papy Pnouba titulaire. Du coup bon, c'est vrai que j'aurais préféré que ça arrive autrement que par une blessure, mais ce qui va être intéressant c'est de le voir au prochain match aligné d'entrée et on verra dans quelle disposition et ce qu'il propose à l'équipe. Je vous propose les gars de commencer un petit peu notre débrief sur le match. Première mi-temps. Voilà, on démarre, j'ai envie de dire tranquillement. Pendant les 5 premières minutes, on voit que les Canets ont vraiment envie de montrer qu'ils sont chez eux. Moi, j'ai trouvé des Havrais un petit peu nerveux, mais vraiment les 5 premières minutes, hein, il y avait pas mal de fautes. Et puis, on va très rapidement parler du but de Bouteille puisqu'il intervient à la 8e minute. Je le rappelle, Bouteille bien servi par Thierry dans la surface, hein, qui vient un peu calmer les ardeurs de Dornano et de ses supporters. Plat du pied, sécurité, 1-0. On peut dire début de match parfait. Voilà, on verra aussi que ça a un peu déstabilisé un peu beaucoup même les joueurs de Malherbe qui étaient quand même assez fébriles. Moi, j'ai trouvé aussi après. Et puis, avant de vous donner la parole, je voudrais juste aussi préciser qu'à la 14e, on a eu l'occasion de voir des images très rares, puisque l'arbitre central s'est blessé et a été remplacé par le 4e arbitre. Et ça, c'est plutôt rare. Et vous allez me dire ce que vous en avez pensé et de l'incidence que ça a pu avoir sur la rencontre. Mais tout de suite, on va revenir sur le début de match des Havrais et puis le but de Boutaïb. On va commencer par toi, Thomas. Qu'est-ce que tu as pensé de ce début de match et puis finalement cette ouverture du score qui intervient très rapidement? Ouais, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, des Havrais finalement qui ont été accueillis. Bien accueillis, on va dire, par les Canets, qui avaient aussi besoin de se rassurer, hein, parce qu'à domicile, Caen, c'est pas top, on va dire. Ils sont plus fringants à l'extérieur. Et je pense qu'effectivement, ils avaient à cœur de remonter un peu leur compteur de points et surtout de revenir en championnat. Et bien évidemment, un Normandico, il y a rien de mieux pour se relancer, entre guillemets. Ouais, donc effectivement, des Havrais qui ont été chahutés dès le début, dès la phase d'observation, j'ai envie de dire, le round d'observation. Et le but finalement de Boutaïb aura été un peu un élément déclencheur. Les Havrais, on va dire qu'ils étaient mieux en place, qu'ils étaient plus présents. C'est clairement, que ce soit au milieu de terrain, surtout au milieu de terrain. Donc ouais, c'est un but qui a un peu changé la donne, j'ai envie de dire. Et j'ai envie de dire aussi, heureusement, parce que j'ai senti vraiment bousculé et je les sentais aussi un peu tendu, comme tu disais tout à l'heure. Donc le but, pour moi, était un peu libérateur. C'est vrai, clairement. Erwan, toi, t'as trouvé que c'était vraiment le but qui nous avait libéré, qui avait permis au Havrais de rentrer dans le match. Sans ce but-là, tu penses qu'il y aurait eu une autre tournure? Oui, je pense que oui. Il y aurait eu, le match aurait été différent. C'est vrai que Caen a bien commencé leur match. Ils étaient à domicile, ils voulaient directement mettre les points sur les i. Et justement, le but de Ralid Boutaïb, il a pu permettre de montrer qu'on est là, qu'on est présent, et que si Caen veut gagner le match,
il va falloir montrer bien plus parce que on vient juste de marquer un but. Donc on fait une entame de match un peu foufou, un peu où on fait beaucoup de fautes, voilà. C'est un derby. Faut directement rentrer dans le match. Si tu rentres pas dans le match, tu prends un but. Et le Hack a été les premiers à marquer. Et ça a été un avantage pour nous. Clément, je voudrais revenir avec toi, donc bien sûr sur le but de Boutaïb, tu vas nous dire ce que tu en penses, mais je voudrais quand même aussi revenir avec toi sur le remplacement de cet arbitre, parce que j'ai lu quand même pas mal de commentaires après le match sur les réseaux sociaux comme quoi l'arbitrage avait été catastrophique. J'aimerais bien que tu nous dises ce que tu en penses par rapport à ça, et bien sûr tu peux nous parler du but de Boutaïb. Ouais, au niveau de l'arbitre, bon, catastrophique, moi je pense pas. Les deux, ils étaient quand même, que ce soit Ben Eladj ou Rossini, plutôt dans une façon de voir les choses, d'essayer de laisser le jeu, d'essayer de pas trop hacher le jeu, ce qui je trouve ça tout. Moi, je préfère ça plutôt qu'un arbitre comme on a déjà eu d'ailleurs il y a 2 ou 3 matchs où ça sifflait toutes les 10 secondes. Moi, je trouve pas qu'il était si mauvais que ça. Voilà, on pourra peut-être reparler. Je pense que les supporters havrais, voilà, là sur le deuxième but de Caen, là où est-ce qu'il y a faute ou pas sur Mayembo. Bon, j'ai pas trop revu les images, mais c'est pas flagrant. Voilà. Après, moi, je l'ai pas trouvé catastrophique. Après, c'est toujours plus facile de tailler les arbitres quand son équipe fait un mauvais match ou fait un match nul. Pour en revenir, alors après, moi, plus globalement, dans la première mi-temps, moi, plus que le but de Boutaïf, je trouve que les deux tournants, en fait, c'est la sortie de Thiaré, qui nous a vraiment fait mal. Et le but de Mendy qui a été encore monstrueux hier soir. Pour moi, je le redis, après, c'est vrai que je trouve que c'est un des meilleurs attaquants de Ligue 2 quand il est en forme, ce mec-là. Même il y a un an, il était très bon aussi, ce gars-là. Bon, la mentalité parfois suit pas, mais c'est vraiment un très bon joueur. Et pour Thiaré, pour le changement tactique, ouais, juste revenir là-dessus. Voilà. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Moi, j'aurais peut-être renforcé notre milieu de terrain parce que je trouvais déjà que Richardson et Lecal avaient du mal contre les 3 joueurs en face. Pourquoi pas faire rentrer justement le petit Abdou là-bas, là, en milieu de terrain, ce serait peut-être plus intelligent tactiquement que faire rentrer Ibnouba qui malgré son but je trouve a pas apporté grand chose au niveau du jeu, surtout que Paul Le Guen avait tendance pour une fois à essayer de jouer, c'est-à-dire vraiment on a vu du jeu hier soir de la part des deux équipes, mais chez nous c'est un petit peu nouveau quand même de voir autant de jeu. Voilà, donc c'est juste un petit point tactique. Après on partage pas, mais c'est vrai que le remplacement de Thierry intervient à la 26e minute sur blessure. Donc pour l'instant, à ce moment-là du match, Paul Le Guen, donc le Hack mène 1-0. Paul Le Guen veut conserver son 4-4-2. C'est un remplacement poste pour poste. Après, je suis comme toi, j'ai trouvé Mendy vraiment très percutant, très très fort en face. Et puis bon, donc le but, pour revenir sur le but Canet, il intervient donc autour de la 30e minute, à la demi-heure de jeu. Zadi Seri qui trouve Mendy au point de pénalty. Alors on sait pas trop s'il veut frapper, s'il veut se rentrer, mais bon, Mendy est bien placé, il reprend, ouais. Il veut frapper. Moi je pense. Et elle est contrée en plus. Il frappe et elle est contrée. C'est-à-dire que... Ouais, c'est vrai. Donc à partir bien à côté. Ouais. Et donc bon, Fofana est bien évidemment battu. Voilà, il peut pas faire grand-chose non plus. J'ai retenu dans cette première mi-temps aussi une belle frappe de Cornet à la 34e, et puis un beau petit centre du petit nouveau Laboura, qui finalement oblige Ryu à intervenir devant Boutaïb. Et au final, on termine cette première mi-temps avec 7 minutes d'arrêt de jeu, suite à tous les événements dont on a pu parler, le remplacement de l'arbitre, de Thierry, etc. Qu'est-ce qu'on peut retenir vraiment donc cette première mi-temps? Les deux équipes rentrent dos à dos au vestiaire, donc un partout. Se sont rendus coup pour coup, c'est ça, Thomas? Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est du coup pour coup. Une mi-temps, pour moi, une mi-temps équilibrée quand même si je trouve que le Hack termine cette mi-temps un peu comme elle avait commencé. J'ai l'impression que déjà le fait que Thierry soit blessé plus le but de Mendy, ça leur a mis un petit coup quand même dans la tête. Malgré ça, le Hack a montré quand même de bonnes choses, malgré tout. Enfin, ça va, ils ont quand même essayé de faire des choses. Pas forcément d'imposer le jeu parce que ça a été compliqué, mais j'ai trouvé que c'était intéressant. On ne sait pas quand, ça reste quand même une grosse écurie de Ligue 2, pardon. Et ils étaient restés aussi sur une belle dynamique de victoire d'affilée. Bon, c'est vrai qu'il y avait de l'enjeu aussi par rapport à la domination de la Normandie. Donc c'était pas une mi-temps simple. Puis bon, avec tous les événements qu'il y a eu, forcément, tout à l'heure tu parlais des 7 minutes de temps additionnel. Bon, voilà, ça c'est, pour moi, ça fait partie d'un bon derby, quoi. Je veux dire, il y a
sans parler d'incidents, hein, bien évidemment, ça on en parlera tout à l'heure par rapport à la deuxième mi-temps, mais ouais, non, ça reste toujours des matchs tendus, quoi. Mais ça reste des matchs intéressants. Erwan, on rentre à un partout au vestiaire. Les Havrais se sont peut-être un petit peu pas éteints, mais ont montré un petit peu moins de choses après le but de Canet, on va dire. Qu'est-ce que c'est logique pour toi le score à la mi-temps? Pour moi, le score à la mi-temps, oui, il est logique. Il est logique. Je trouve que c'était une première période plutôt équilibrée. Donc voilà, c'est vrai que j'ai eu peur hein, au moment où Caen égalise. Derrière, on s'est quand même joué à se faire peur. Derrière, une grosse domination caennaise. Et à ce moment-là, je me dis, on risque de se prendre le deuxième avant la mi-temps. Hein. J'ai clairement eu peur. Je pensais vraiment dans les derniers instants que Caen allait nous mettre un but et qu'il y allait avoir 2-1 pour Caen à la mi-temps. Donc bon, d'avoir un partout, ça m'a quand même rassuré de me dire, on perd pas à la mi-temps, on revient pour un deuxième match de 45 minutes, mais score plutôt logique. Clément, score logique, pour toi aussi, score logique à la mi-temps. On assiste finalement à un beau match de football, un beau match de Ligue 2, un bon derby. Ouais, beau match de football, c'est sûr. Logique, je sais pas trop. Moi, j'ai plus des regrets, franchement, pour les Havrais. Voilà. Après, c'est après le premier but là de Boutaïb. Franchement, je pense qu'on aurait pu mettre le deuxième. On a joué un petit peu, voilà, avec un petit peu sans intensité là pendant 20 minutes. Les mecs ils étaient au fond du trou en face. Il y avait des, je sais même, j'ai repéré ça sur un renvoi là parce qu'il y avait une faute sur un Havrais et puis les Canet devaient nous rendre la balle sur une touche et le mec a quand même réussi à mettre sa touche sur Boutaïb qui était seul devant la défense quoi. Et le mec, je sais pas si vous vous rappelez, Boutaïb du coup a dû rendre le ballon à nos défenseurs. Même sur une touche où t'as pas de pression, les mecs arrivent à se planter en face. Donc ça veut vraiment dire qu'au niveau pression, ils étaient complètement dominés par la pression. Et je pense que là, entre la 8e et la demi-heure de jeu, on aurait dû pousser, on aurait dû aller marquer ce deuxième but pour nous protéger. Et on l'a pas fait. Du coup, derrière, on se fait punir sur une erreur de pressing de Lecal et de Fontaine. Voilà, ça a joué trop facile. Et Zadisseri, mais c'est des bons joueurs. Enfin, ça, même s'ils étaient un peu en dessous physiquement. Zadisseri, Chahiri, Deminguet, tout ça, c'est des très bons joueurs de football. Et voilà, sur une action, une connerie en plus. Hein, c'est le mec, il rentre dans les 30 mètres, il y va tout seul. Et derrière Mendy qui marque en renard, voilà, et on les remet dans le jeu tout seul. Et derrière, quand arrive à dérouler un petit peu sur cette individualité, côté gauche, ils ont vraiment fait mal, je trouve, à Baldé. Chahiri, c'est un très bon joueur. Et voilà, on rentre à la mi-temps pour moi avec des regrets plus qu'un soulagement. Alors moi j'ai bien aimé le clin d'œil de la sono de Dornano qui a mis Thunderstruck d'ACDC comme première chanson à la mi-temps. J'ai pas compris parce que c'est notre chanson d'entrée des joueurs sur le terrain Océane, donc j'ai trouvé ça assez drôle. Donc effectivement on rentre un partout, on revient sur le terrain. Moi j'ai trouvé des Havrais qui laissent encore une nouvelle fois faire les canets, faire le jeu encore. Après j'ai l'impression que c'était un peu la physionomie du match depuis le premier but canet, on en a parlé. 50e, j'ai noté un beau mouvement de Baldé avec Cornet là sur leur côté droit. Ça amène un corner qui donnera rien, mais c'était plutôt un très beau mouvement. Et puis 59e, donc Mendy qui rentre dans la surface. Alors peut-être en faisant une faute sur Fernand Mayembo, on va en reparler. Il trouve Mehdi Chahiri pour le 2-1 pour Malherbe. Faute ou pas faute, qu'est-ce que vous avez pensé de cette action? Thomas, on va commencer par toi. Ouais, clairement, je pense que ces deuxième mi-temps, par rapport à ce que tu as dit là, ça sera sujet à débat. Ouais, honnêtement, c'est assez compliqué à analyser, je trouve. Je dirais quand même pour moi qu'il y a eu faute, malgré tout. Et ça, j'ai envie de dire aussi que les Havrais ont été punis parce que finalement, ils ont commencé cette mi-temps comme ils l'ont terminé. C'est-à-dire avec peu d'intensité, peu de présence physique. Et je pense que ça les a un peu punis. Et j'ai eu très peur aussi que ça les démotive, que ça les déstabilise, pardon. Donc surtout pour moi, ça reste comme une erreur d'arbitrage. Bon, moi, c'est mon avis perso. J'avais vraiment peur que ça joue sur eux au niveau mental. Et ils auront quand même réussi à retrouver une nouvelle dynamique.
malgré tout. Mais ouais, non, je pense que ça aurait pu être on va dire le mauvais coup du match, quoi, clairement. Donc là-dessus, j'étais un peu surpris, mais bon, c'est les aléas du foot, hein, c'est comme ça, quoi. Clément, tu as été surpris aussi du but de Canet. C'est vrai que ça nous a refroidi. C'est vrai qu'on a trouvé finalement sur 90 minutes des Havrais qu'on peut-être pas été absents, mais encore une fois un petit peu moins là sur la fin de première mi-temps et le début de cette deuxième. Et comme vient de le dire Thomas, est-ce que c'est la punition logique? Après, il y a un adversaire en face. Je pense que c'est le Caen qui a accéléré et le Havre a joué son jeu. Logique. Après, les deux occasions ont très peu. Les deux équipes ont très peu d'occasions. Logique, oui et non. De toute façon, ça sentait la poudre cette affaire. Il y en a un des deux qui allait marquer. C'est Caen qui a marqué en premier. Comme dit Thomas, c'est assez compliqué d'analyser parce que c'est vrai que des deux côtés, on avait du mal à trouver Mendy ou Boutaïb et Ba. Et finalement, c'est Mendy sur un exploit personnel où il se joue, enfin exploit personnel où il joue physique devant Mayembo qui permet à Caen de prendre l'avantage. Faute, moi je pense pas, mais après bon ça, voilà, après de toute façon faute ou pas, il y a but. Derrière, je ne voyais pas nous relever. Heureusement, on a la défense adverse, notre ami Rivieres, qu'on a bien connu ici, et Onyangé, qui ont été particulièrement mauvais hier soir. Et merci à eux d'avoir laissé notre attaquant Ba qui se faufile parmi eux et qui va battre Rioud un magnifique tir, un but que franchement j'ai eu peur quand je l'ai vu parce que j'ai pensé à Thierry et tout ce qu'il avait loupé, mais lui voilà, il y a une occasion, un but, et ça fait plaisir d'avoir des joueurs comme ça aussi. C'est pour ça qu'on l'a recruté. C'est un gars il lui faudra pas 50 occasions pour marquer, une occasion avec lui ça va aller au fond. Et voilà. Alors après voilà, techniquement dans le jeu il n'amène pas grand chose, mais derrière quand il faut scorer il est là. Donc le 2-2 pour moi est assez logique au vu de la physionomie de la mi-temps. Erwan, qu'est-ce que t'en penses? Mendy fait faute sur Mayembo et pour aller marquer ensuite, enfin pour retrouver Chéri plutôt, où il n'y a pas faute et finalement, comme l'a dit encore une fois Thomas, on se fait punir. Et comment tu nous voyais à 2-1? Alors, pour moi, il n'y a pas faute. Pour moi, c'est une punition. Mayembo, voilà, sur ce coup-là, il n'a pas forcément pu bien défendre non plus. Caen qui a accéléré sur son niveau de jeu. Mais le sujet n'est pas là en fait, parce qu'il y a une perte de balle qui est avant, qui était évitable. Que des fois on se met en danger sur des pertes de balles offensives et qui permettent derrière d'avoir des contres. Donc voilà, bon, pour moi il n'y a pas faute quand on marque son but. Quand je nous vois à 2-1, j'étais plutôt inquiet. Honnêtement, je le suis souvent, hein, quand on perd, c'est logique, on a toujours la peur de perdre le match. Parce que derrière, je me suis dit attention à pas sombrer, tout de suite à essayer de revenir dans le match. Et puis voilà, Papy Mnouba qui me redonne de l'espoir avec un but, un très beau but et qui égalise. Et à ce moment-là, c'est vrai que j'y croyais à nouveau à un bon résultat. Pour moi, d'accrocher le nul, c'était un bon résultat. Donc d'égaliser, pour moi, c'était vraiment bien. Je pense que s'il y aurait eu Jamal qui aurait eu le ballon et qui aurait tapé, il l'aurait pas mis. Honnêtement, je pense qu'il l'aurait pas mis. Papy Nouba, c'est une frappe, il le met, il enchaîne. Voilà. Donc c'est cool. Ouais, donc ce but qui intervient à la 68e, on en avait parlé ici dans les activistes de la longueur des dégagements de Yaya Fofana. Et on a vu que sur ce but, ça a bien servi et on avait dit que ça servirait dans le futur. Et ben voilà, on a vu un bel exemple. Alors merci de la défense canaise qui s'est bien trouvée, d'accord, mais n'empêche que c'est vrai que le dégagement faut le faire. Alors après, le petit couac de la soirée, quand même, un petit, on va rapidement en parler. C'est vrai qu'Yaya va chauffer un peu le COP canet, faut le dire. Voilà, on va pas dire que c'est pas vrai, on l'a vu. Donc du coup, jet de projectiles derrière, les fameux projectiles qu'on a dans quasiment tous les matchs de foot depuis le début de saison. Et donc le match est un peu arrêté à la 66e minute sur ces incidents. Et puis, le match va finir par reprendre. Finalement, on a deux équipes qui vont se neutraliser. À la 85e, on a un triple changement. Bonnet, Abdoulaba et Alioui qui rentrent à la place de Boutaïb, Cornet et Richardson. On passe en 4-2-3 avec Ibnouba seul devant.
Voilà, on a encore 7 minutes de temps additionnel, on serre encore un peu les fesses quand même, moi j'ai trouvé, puisque Malherbe a rappuyé légèrement sur l'accélérateur en fin de match. Comment avez-vous vécu cette fin de rencontre avec un petit peu les événements dont je viens d'énumérer? Clément. Moi, d'un point de vue tactique, d'abord, c'est vrai que j'aurais bien aimé demander à Le Guen pourquoi il est resté à 2 attaquants, ou pourquoi en tout cas, il a pas fait ces changements là, son 4-2-3-1 un peu plus tôt. Je trouve que ça aurait été parce que là, du coup, son 4-2-3-1, c'était ce qu'on appelle une tactique miroir par rapport à Caen. Jouer en miroir comme ça, en sachant qu'on a une force collective qui est supérieure à Caen, ça aurait été plutôt intéressant de faire ça assez rapidement dans le match. Il l'a fait à la 85e. Bon, moi, je suis pas forcément fan des changements comme ça, dits à la temps chaud, à la 90e. Bon, à part casser le rythme, je trouve que ça amène pas grand chose. Mais on a vu qu'après ces changements, quand même, quand Le Havre plutôt je trouve, au niveau de la transition, était meilleur. Plus que bas, je trouve que Bonnet a fait une très bonne entrée de match. Bon, ça n'a pas forcément au niveau des occasions, on n'a pas forcément concrétisé ça avec des occasions. Mais voilà, ça aurait peut-être pas le coup de faire rentrer peut-être ces joueurs-là 10 minutes plus tôt. Bon, je sais que Le Guen est assez frileux à ne pas déstabiliser son équipe. Bon, voilà, c'est juste à ce niveau-là, ça aurait peut-être pu être intéressant de voir pourquoi ne pas passer en 4-2-3-1 ou 4-1-4-1 plus tôt. Erwan, comment t'as vécu la fin du match? Est-ce que t'as eu peur que Caen puisse en mettre un troisième? Pour moi, sur cette fin de match, il pouvait tout se passer. Il pouvait avoir un but du Hack, il pouvait rien se passer, il pouvait avoir un but de Caen. Donc, c'est vrai que j'étais assez tendu en regardant le match. Je me disais, faut pas faire de conneries, faut rester solide et au minimum apporter un point. Mais sur la fin de match, je pense effectivement, je suis d'accord. Euh, je pense que Paul Le Guen attend trop longtemps pour faire ses changements et ça m'agace parce que ça coupe un rythme. Et si on aurait rentré des joueurs un peu plus tôt, on aurait peut-être eu une plus grosse force pour aller chercher la victoire. Je pense qu'on aurait pu aller chercher la victoire. Après, Paul Le Guen, on commence à être habitué avec ces changements plutôt tardifs. Pour moi, voilà, ça sert à rien de rentrer un joueur pour qu'au final il joue 20 secondes si c'est même pas pour qu'il touche un ballon. Voilà, c'est juste du coupage de rythme. Peut-être gagner du temps aussi, mais ouais, pour moi, il devrait utiliser ces changements un peu plus tôt. Thomas, le petit chambrage de Yaya, t'as aimé? Alors, tu sais, ça reste un derby, donc c'est normal. Non, mais ça fait partie du folklore. C'est ça, hein, de toute façon, c'est un derby, donc enfin un derby normand, je précise, parce que les puristes vont me dire ah non, le derby c'est le FCR. Ils ont raison. Mais non, ça fait partie du jeu, du folklore. Voilà, pour moi, il n'y a pas de problème. Bon, les incidents de projectiles, ça malheureusement, j'ai pas envie de dire qu'il va falloir s'y habituer, mais bon, ça reste pour moi, ça reste malheureux. Pour moi, c'est de la connerie. Je suis désolé de le dire comme ça, mais ça casse aussi le rythme, hein, bien évidemment, de la rencontre. Moi, j'ai l'impression que Paul Le Guen, après, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que pour moi, il voulait se contenter du match nul. C'est-à-dire que voilà, il a changé tactiquement après le deuxième but. Pour moi, je trouve que c'était une bonne chose. Alors, certes, ça arrive un peu tard, ça, je suis d'accord, mais je pense qu'il voulait quand même se contenter du nul, parce qu'il a vu ce qui s'était passé notamment à Toulouse, le 6-0, d'ailleurs, qui m'a impressionné. Donc, ouais, je pense que c'était voulu. C'était voulu. Parce qu'un nul à Caen, c'est pas mauvais. Pour moi, c'est pas un mauvais résultat, clairement. Aller chercher au moins un point, c'est même plutôt bien. Moi, je m'en contente, hein, personnellement, en tant que supporter, je suis très content. Je précise aussi que le Hack est une équipe aussi qui a du cœur depuis vraiment le début de l'année. Voilà, ce mix de jeunes et de joueurs expérimentés, d'anciens, on va dire. Pour moi, c'est un très bon mix. C'est une équipe qui fait vraiment plaisir à voir cette année et elle poursuit son apprentissage de la plus belle des façons. Et j'espère que c'est une équipe qui ira loin. Alors, pour moi, évidemment, l'objectif, ça reste le maintien. Faut pas oublier. Bon, j'ai pronostiqué aussi entre une 10e et une 5e place. Donc, pour l'instant, ils sont dans les clous. Donc voilà, pour moi, voilà, ça reste une équipe qui a du cœur, qui a beaucoup d'abnégation et qui, pour moi, peut aussi créer la surprise. Franchement, si on continue comme ça, si on ne se fait pas piéger, on y reviendra tout à l'heure là, par rapport à l'automne, cette période qui nous cause souvent problème. Je pense que voilà, faut poursuivre, faut continuer les efforts et si ça paye, tant mieux. Et sinon, faudra faire le minimum syndical, c'est-à-dire effectivement
le maintien. Et pour cette fin de mi-temps, effectivement, c'était très tendu. J'avais peur que le HAC retourne un peu dans ses travers. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que c'est une équipe aussi qui a l'habitude de mal finir les matchs. Ça, c'est vrai, hein, faut pas l'oublier. Et la succession, notamment de corners en fin de match, m'a plutôt fait peur. Mais comme disait Erwan, hein, c'est aussi un match qui pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Donc voilà, c'est ça qui est aussi intéressant, mais aussi excitant. Ça donne beaucoup de suspense. C'est un match d'ailleurs très tendu. Hein. Pour moi, je trouvais que le suspense était au rendez-vous et que voilà, que c'était un match, c'était un beau match. Clairement, 4 buts, une très belle ambiance aussi. Ça, faut pas l'oublier. Ça reste un derby et pour moi, ça reste vraiment des matchs clés durant cette saison. Donc on l'a dit, hein, au final, 2 équipes qui se neutralisent et terminent sur un 2-2, un bon Normandico, avec tous les ingrédients comme on aime, hein, un très bon point de prix aussi pour le HAC. Le HAC qui enchaîne un 9e match sans défaite et s'installe donc sur la 3e marche du podium, suite aussi à la lourde défaite d'Auxerre 6-0 face à Toulouse, hein, qui avait eu plus tôt dans l'après-midi. Et donc nous en avons terminé avec notre analyse, il est temps de lancer Activez-vous, c'est parti. Donc vous le savez les gars, toutes les semaines je scrute les réseaux sociaux à l'affût du moindre tweet concernant le HAC et surtout pour partager les analyses et celles de nos auditeurs. Et donc cette semaine, je vais commencer par des tweets de la semaine. On a nos copains de Malherbe Inside qui étaient présents à l'entraînement la veille du match avec les MNK 96, hein, qui sont donc le groupe de supporters cannais, qui ont mis le feu en tribune du stade d'entraînement. Et notre animateur Gilles, qui a répondu à ça: être en forme la veille du match, tel est votre destin. Voilà, ensuite, on a Guillaume aussi qui participe souvent aux activistes, qui a repris, je sais pas si vous avez vu la petite photo du bonhomme là qui a été dessiné sur un poteau aux couleurs de Malherbe, et donc qui a repris la tronche des supporters cannais quand Cornet aura nettoyé la lucarne de Dornano. Bon, malheureusement, c'est pas arrivé, mais c'est vrai qu'on aurait bien voulu voir la tête des supporters cannais. Et enfin, dans la semaine aussi, j'avais retenu ce petit tweet assez toujours sympathique de Carpet pour les intimes, avec une photo du stade d'Ornano et puis une photo de notre équipe où il a mis la scène du crime et les tueurs. Voilà. Bon, il y a pas eu de crime, on va dire, mais on va dire qu'il y a eu un bon match de boxe avec des coups bien rendus entre adversaires. Je voulais passer sur les analyses d'après-match et vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous n'hésitez pas à commenter. On a donc Polo LH qui nous dit: laisse-nous rentrer, qu'on puisse retrouver Internet et la civilisation. Parce que visiblement, c'est pas au rendez-vous dans les travers du stade d'Ornano. Sinon, allez, je passe plutôt sur de l'analyse plutôt sérieuse. Romain BT NFFL. Match nul plutôt logique. Ça aurait pu basculer dans un sens comme dans l'autre. L'arbitrage a été pitoyable, comme à chaque match, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Un parquage à vrai en feu et c'était vraiment top. Dommage de ne pas avoir vu Bas rentrer en jeu plus tôt. Bah ouais, c'est bien résumé à part sur l'arbitrage. Pitoyable, je sais pas. On a connu de l'arbitrage pitoyable, surtout il y a un an. Là, je trouve pas que c'était pitoyable, mais bon. Après, c'est ça, ouais, il a résumé. C'est vrai que ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. On a Matthews qui nous dit: Fontaine, ce n'est plus possible, faut arrêter la blague sérieux, le mec passe tout le match la tête baissée, il n'apporte strictement rien. L'impression qu'il n'a plus l'envie. En tout cas, avec lui, on joue clairement à 10, dommage. Et il met une spéciale pour Bourra, très très costaud. Ouais, c'est ça, c'est tout à fait vrai. Je pense que Fontaine, ouais, pour moi, j'ai l'impression que c'est la fin d'une ère, clairement. Je sais pas pourquoi il est toujours là, en fait, je suis toujours un peu surpris de le voir sur la feuille de match. Bon. Et sinon, ouais, pour la surprise, ouais, clairement, ouais, c'est Bourra, ouais, pour moi, c'est une bonne pioche, ouais, clairement, c'est une bonne pioche. C'est bien aussi d'aller chercher des jeunes aussi d'autres clubs, hein, parce que oui, on est formateur, bien évidemment, mais c'est bien aussi d'aller repérer des petits jeunes comme ça de l'extérieur. Et ce petit jeune-là, franchement, il est bon. Ouais. Ça se voit qu'il a des matchs de Ligue 1 dans les pattes, clairement, ça se voit. Hein. C'est assez probant. Et ça fait plaisir à voir, clairement. Ouais, pour Bourra, c'est vrai que c'est un niveau technique, il est vraiment pas mauvais. Et il amène de l'envie aussi sur ce côté gauche. Je trouve même par rapport à Merage, beaucoup plus d'envie, beaucoup plus d'abnégation. Et ça peut être intéressant. Après, on va voir défensivement, là, il n'a pas été trop embêté parce qu'à droite, les Canets, c'est pas si fort que ça. Mais défensivement, on va voir un petit peu ce que ça vaut contre d'autres équipes, là. Mais en tout cas, ouais, une bonne première pour moi. Arwan, la petite carte Joker Bourra, ça promet, hein? Oui, tout à fait. Je pense que c'est une bonne recrue. C'est vrai que j'avais l'interrogation. J'étais super
super enthousiaste à son arrivée. J'avais envie de le découvrir et je trouve qu'il fait un bon match. Donc si il serait amené à progresser, je pense que ça va être une bonne saison pour lui comme pour nous parce que on a besoin d'un joueur de haut niveau qui peut nous apporter des choses. Et il nous a déjà apporté des choses intéressantes hier soir. Donc j'espère que ça va continuer comme ça, mais je pense que c'est une bonne recrue et j'espère que ça va continuer ainsi. J'enchaîne avec Fafan72. Alors c'est un copain Melabiste, et oui. Et en plus, je peux vous le dire, les gars, il écoute notre émission. Alors voilà. Donc je voulais le citer, ça me tenait à cœur. Donc bravo aux 22 acteurs. Dommage d'avoir une défense centrale en bois. Sinon, c'était dans la poche. Bon, c'était vraiment dans la poche. Bon, hein, qu'est-ce qu'on lui dit au copain Melabiste? Bah, c'est sûr que si Onyanga et Rivierez laissaient pas passer le ballon de Fofana, là, c'était un autre match. Je sais pas si on aurait pu marquer, franchement. Moi, je les voyais pas marquer. Donc, il a pas forcément tort. Après, d'un autre côté, nous, on aurait dû tuer le match en première heure. Je sais pas. C'est coup pour coup. Jeff Mokhtar qui nous dit: force est de constater qu'on ressemble à une équipe complète, solide et difficile à manœuvrer, quand on n'a pas eu beaucoup d'occasions nettes. À retenir qu'on est revenu au score, ce qui prouve la force mentale du groupe. Clairement. C'est ça, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est une équipe qui a du cœur, qui a envie de se battre, qui veut montrer des choses et elle le fait, elle répond présent, même quand elle est dos au mur. Donc c'est tout à fait vrai, quoi. C'est clair. Voilà, donc je vous ai partagé un peu toutes les analyses que j'ai pu trouver, qui nous permettaient aussi de débattre entre nous. En tout cas, merci pour vos réactions, hein, les internautes, comme d'habitude, toutes les semaines vous répondez présent et pour cela on vous remercie. Il est temps de passer à la deuxième partie de l'émission et notre analyse de la suite du calendrier. On l'a nommé cette deuxième partie l'automne infernal, et si ça commençait maintenant. On avait dit dans les activistes, après Dijon et Caen, on y verra plus clair. Mais ce soir, j'aimerais débattre avec vous les gars, car on est mi-octobre déjà, et on connaît malheureusement le petit coup de mou que nos ciels et marines ont quasiment à chaque automne. Et finalement, est-ce que ce ne sont pas les prochains matchs qui livreront la vérité sur la réelle qualité de l'effectif cette saison? Je vous rappelle le calendrier jusqu'à fin d'année. Donc on va recevoir Pau, qui vient de battre le Paris FC et qui est une étonnante 7e place au championnat. Vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, on ira à Dunkerque et puis on va recevoir Valenciennes et Amiens, 2 matchs à domicile, ce qui est plutôt bien pour nous. Avant de terminer l'année 2021 à Grenoble, à une réception des Corses d'Ajaccio qu'on adore, avant de jouer à Auxerre juste avant la trêve. Alors ça sent quand même la vraie bonne Ligue 2, du fond de classement pour certains matchs dont j'ai pu citer, celle qui est très homogène et qui peut faire peur. Thomas, qu'est-ce que tu penses de cette fin d'année 2021 ? On est mi-octobre. Je l'ai dit, on a toujours un peu peur de cette période pour le hack. Et puis, il va falloir quand même commencer par recevoir Pau. Je l'ai dit, cet étonnant 7e. Comment tu vois les choses, Thomas, pour cette fin d'année ? Ouais, effectivement, c'est à partir de ces. Donc là, ça fait quoi ? Ça fait 7 matchs à venir, où effectivement on pourra dire voilà qu'est-ce que vaut le hack QV 2021-2022. Alors ouais, on va commencer par la réception contre Pau. Clairement, moi j'y vois un match piège. Évidemment, Pau est une bonne équipe cette année, franchement, même surprenante. Ils sont allés s'imposer contre le PFC, qui est aussi une très grosse écurie, qui pour moi va finir dans le top 3 là, très largement. Ouais, donc ça va être intéressant, cela dit. Ça va être intéressant. Dans ces matchs-là, il y aura quoi ? Il y aura la réception d'Ajaccio. Ça, évidemment, ça devient maintenant effectivement le match du calendrier, j'ai envie de dire, en plus des derbies. Et puis aussi, surtout, finir par Auxerre. Donc, malgré la valise qu'ils ont pris, contre Toulouse, reste aussi un gros du championnat, et finir là-dessus, ça va pas non plus être simple. Donc ouais, il y aura des matchs contre des petits, entre guillemets, je dis bien parce que il y aura aucun match à prendre à la légère. Et faudra confirmer, quoi. C'est ça qu'il faudra faire, confirmer, et puis on va voir ce qui se passe. Moi, je suis pour le challenge. J'espère que ça va bien se passer, que sur ces 7 matchs, on prenne au moins, ça fait quoi cette match, 21 points à prendre au maximum. Si on peut déjà prendre,
peut-être entre 12 et 15 points, ce sera super bien, quoi. Mais bon, ça va être compliqué, hein. Pour moi, je sais pas, c'est un peu là où on se relâche et j'espère que le match contre Caen, bon, qui reste un très bon match nul, j'espère juste que ce sera pas le début d'une série de nuls ou de défaites, quoi. J'espère qu'on va continuer comme ça parce que c'est ce qu'on fait plutôt bien. Je répète, hein, c'est une équipe qui a du cœur. Il y a une très belle dynamique, il y a une bonne ambiance dans le vestiaire. Je pense que c'est très bien. Enfin, honnêtement, c'est un très bon collectif. Donc voilà, j'espère qu'on continue et qu'on ne sera pas piégé par cette période qui malheureusement nous fait défaut. Alors, on a noté le challenge Thomas entre 12 et 15 points sur les 7 prochains matchs. J'ai presque fait une boulette en annonçant les 2 matchs à domicile, le Havre Valenciennes et le Havre Amiens. J'ai dit que c'était avantageux pour nous. Finalement, pas tant que ça, parce qu'on sait qu'on est encore pas très à l'aise au Stade Océane, malheureusement. Puis on termine par Auxerre. C'est vrai, Thomas, tu l'as dit, on peut dire que c'était un accident contre Toulouse. Ça reste une très bonne équipe de Ligue 2 et un très bon effectif. Clément, comment tu vois, toi, à la fin de l'année? Comment t'analyses? Est-ce que finalement ça démarre maintenant? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Là, de 4 prochains matchs, 3 à domicile. Connaissant le Havre, je sais pas si c'est un avantage. Ouais, Mais en tout cas, c'est ça. J'espère que, en tout cas, le public sera là pour les pousser parce que c'est là, je pense, en effet, c'est 3 matchs à domicile. Là, ça peut être vraiment révélateur. Pendant un an et demi, on a vraiment eu du mal à domicile et on va voir là si le club a franchi un palier. Il va falloir faire le plein à domicile ou au moins essayer de prendre 7 points à domicile, ça serait super là sur les 4 prochains matchs. Des équipes à notre portée en plus, Pau, Dunkerque, Valenciennes, Amiens. Amiens en perdition, Valenciennes, bon c'est toujours un peu capable du pire comme du meilleur. Dunkerque et Pau, voilà, ça a joué en national encore il y a 2 ans. Bon, je pense que pour nous, c'est quand même à notre portée. Derrière, une seconde partie là, de calendrier avec des équipes beaucoup plus habituées à la Ligue 2, Grenoble, Ajaccio et Auxerre. Grenoble, là, voilà, on va voir leur dynamique. Ajaccio, c'est toujours un match hyper compliqué avec des Corses, là, pour le coup, dans le collectif, ils y vont à fond, eux. Et Auxerre, une équipe qui nous réussit plutôt bien en plus, en général, mais bon, voilà, en tout cas, la fin décembre, la mi-décembre, ça sera intéressant. Et là, on va vraiment situer notre niveau. Autant le début de calendrier, là, c'est vraiment pour voir si on a franchi un palier. Et la fin, c'est pour voir un peu notre niveau, pour s'évaluer par rapport aux autres. Et Erwan, les 7 prochains matchs, est-ce que comment t'analyses toi les 7 prochaines rencontres? Et puis est-ce que tu penses que aux alentours du 21 décembre, après le match contre Auxerre, le HAC sera finalement peut-être encore dans les 5 premiers? Moi, je pense qu'il y a moyen qu'on soit encore dans les 5 premiers à la mi-saison. Pour moi, le HAC est capable de battre toutes les équipes de Ligue 2 comme on est capable de perdre contre tout le monde. Parce que on le sait, sur ces dernières années, le HAC était capable d'être très fort face à des équipes de qualité plutôt forte et généralement on avait des résultats négatifs contre des équipes soi-disant plus faibles. Donc on sait jamais à quoi s'attendre avec le HAC. Quand j'analyse ce calendrier, effectivement, c'est des équipes qui sont à la fois prenables, mais qui peuvent être très très fortes, comme je pense à Amiens. Ça me surprend de les voir aussi bas actuellement dans le classement. On aura un match important contre la C Ajaccio qui va être difficile. Effectivement, les tests à domicile. Est-ce que le HAC va réussir à gagner des matchs à domicile? Il y a plein d'interrogations. Et maintenant, on va vraiment être au cœur de la saison de Ligue 2 parce que là, on était encore sur, je dirais, une première partie de saison. Mais là, vraiment, là, on va être carrément au cœur de la saison. C'est là où maintenant, il va falloir être très fort. Il va falloir continuer sur un bon rythme. Je pense que si le HAC fait des bons résultats, continue à marquer des points en continu, je pense qu'il y a moyen vraiment d'être top 5 à la mi-saison et de pouvoir continuer à rêver au moins de play-off en fin de saison. En tout cas, Thomas l'a répété plusieurs fois, cette équipe elle a du cœur, il y a des ingrédients, on le sent bien tous, qu'il y a des ingrédients supplémentaires par rapport à la saison dernière. En même temps, ça pouvait pas être presque plus catastrophique que la saison dernière, mais on sent que cette équipe elle est différente, qu'elle a envie. Et effectivement, les gars, je vous propose qu'on en reparle d'ici fin d'année ensemble et on verra dans les 7 matchs où le HAC nous emmènera. Et c'est fini pour ce soir, nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions,
Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie des nouveaux épisodes. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter @actu_fr ainsi que sur notre site actu.fr. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des Activistes et en attendant, allez le hack et allez le hack. Merci.